Depuis 3 décennies, je vis et je respire la mécanique des conflits blindés. J'ai passé des milliers d'heures à suivre les mouvements de l'acier lourd sur les sables du désert. J'ai décortiqué les rapports d'après-action les plus détaillés de chaque bataille de chars importante, depuis la guerre du Golfe de 1991, et je me suis assis dans les salles de briefing stériles et hautement sécurisées du Pentagone. Dans ces salles, j'ai entendu des généraux 3 étoiles parler avec une conviction inébranlable, presque religieuse, de la domination absolue de la doctrine moderne des armes combinées et de la supposée invincibilité du char de combat principal conçu en Occident. Rien au cours de ces 30 années, pas un seul briefing, ni un seul exercice tactique, ne m'a préparé aux données bouleversantes et aux images haute résolution qui émergent ce matin du nord du Negev. L'ampleur de la catastrophe est difficile à assimiler, même pour un analyste chevronné. 47 chars de combat principaux, Merkava 4. Les joyaux de la puissance terrestre israélienne ont tout simplement disparu. Ils ne sont pas seulement immobilisés ou en attente de réparation, ils ont été réduits à des carcasses calcinées, à des trous noirs brûlés dans le sol du désert. Ils servent de monuments sinistres à une philosophie militaire qui peut être morte en une seule nuit. Ce n'était pas une escarmouche isolée. Sur un corridor de 12 km de terre brûlée, 63 autres véhicules blindés de transport de troupes gisent en ruine. En moins de 4 heures, une division blindée entière de Tsahal, l'une des forces de combat les plus avancées technologiquement et les plus coûteuses à maintenir sur la planète, a été systématiquement démantelée. Cet effondrement total a été orchestré par un essaim de 2000 drones suicides iraniens, opérant avec un niveau d'intelligence collective et de précision terminale jamais observé auparavant dans l'histoire de la guerre, mécanisée. Je dois être complètement transparent avec vous au sujet de ma première réaction à ces rapports. Quand les premières évaluations des dommages sont arrivées sur mon bureau tôt ce matin, mon instinct professionnel a été de rejeter ces chiffres comme de l'hyperbole. Je ne doutais pas que l'Iran possède des capacités importantes. J'avais dépassé ce scepticisme il y a des années, bien avant que les cercles politiques de Washington acceptent d'admettre la réalité de l'industrie iranienne des drones conçus localement. Mon doute venait du simple calcul de la destruction. Il n'existe aucun précédent historique dans l'ère post-guerre froide pour qu'une formation blindée entière de cette taille soit effacée dans une fenêtre de temps aussi courte. Cependant, à mesure que la matinée avançait, la télémétrie satellite a commencé à arriver, suivie par la reconnaissance de drones à haute altitude, puis finalement par les images brutes, filmées au sol, qui fuient maintenant sur Internet malgré les tentatives désespérées de l'armée israélienne d'imposer une censure totale. La réalité m'a frappé de plein fouet. Les chiffres n'étaient pas exagérés, au contraire, les premiers rapports étaient sous-estimés. Ce qui s'est produit dans le nord du Negev la nuit dernière n'était pas une bataille traditionnelle, dans aucun sens du terme. C'était une démonstration froide et méthodique. L'Iran vient de signaler à toutes les puissances mondiales que l'ère du char de combat principal, comme arbitre ultime du combat terrestre, est officiellement terminée. Ils l'ont prouvé en annihilant la force blindée la plus sophistiquée du Moyen-Orient avec des armes coûtant une simple fraction des actifs qu'elles ont détruits, des armes conçues et construites entièrement à l'intérieur des frontières d'un pays étranglé par les sanctions internationales depuis un demi-siècle. Il y a un sentiment de panique palpable à Tel Aviv ce matin, et avec raison. Pourtant, cette anxiété est sans doute éclipsée par l'alarme silencieuse et disciplinée qui résonne actuellement dans les quartiers généraux de brigades blindées, de la Pologne à la Corée du Sud. Des commandants militaires qui ont passé toute leur vie à maîtriser l'art du char regardent maintenant les images de la destruction des Merkava et réalisent que tout le savoir accumulé au cours de leur carrière peut être devenu obsolète. Au cours de la prochaine heure, nous allons effectuer une analyse médico-légale approfondie de cet engagement. Nous allons examiner exactement comment 2000 drones ont réussi à exécuter une frappe parfaitement synchronisée sur un front de 12 km contre une cible dispersée et en mouvement. Que nous dit cette architecture de ciblage précise sur l'évolution de la doctrine iranienne des drones? Nous allons examiner les défauts de conception exacts du Merkava 4 qui ont été identifiés et exploités sans pitié,
Et pourquoi les réponses à ces questions terrifient actuellement tous les grands entrepreneurs de défense qui tentent de vendre des chars de prochaine génération à l'OTAN. Nous devons aussi aborder les retombées géopolitiques. Pourquoi Washington a-t-il répondu à la destruction totale d'une division israélienne d'élite avec rien de plus que des déclarations répétées et tièdes, ainsi qu'un repositionnement discret de ses moyens navals, quand une armée moderne perd sa principale capacité de frappe en une seule soirée, quel choix reste sur la table? Et est-ce que certains de ces choix sont des choix qu'un gouvernement sain d'esprit prendrait réellement? Maintenant, regardons le théâtre opérationnel. Pour comprendre pourquoi cet engagement s'est terminé ainsi, il faut examiner l'unité précise impliquée. La 400, une brigade blindée, n'est pas une unité secondaire ou de réserve. C'est l'une des formations les plus prestigieuses et les plus aguerries de l'armée israélienne. Elle était équipée des plus récents chars Merkava 4 et de véhicules blindés lourds de transport de troupes Nammer, soutenus par des véhicules de combat d'infanterie avancés et de l'artillerie automotrice. Au moment de l'attaque, elle était à son niveau maximal de préparation opérationnelle déployée dans le nord du Negev. C'était pas une unité statique stationnée dans une base. Elle était dans une configuration conçue pour un mouvement offensif rapide vers le nord, tout en maintenant un bouclier défensif contre plusieurs menaces. Point crucial, la brigade était en plein repositionnement tactique lorsque la première vague de drones est arrivée. Dans la guerre traditionnelle, le mouvement est considéré comme un avantage de survie parce que une cible en mouvement est plus difficile à frapper qu'une cible immobile. Or, cette nuit-là, ce mouvement est devenu une responsabilité fatale. 3 éléments ont agi comme une balise: les signatures thermiques de plus de 60 moteurs massifs de chars, les énormes panaches de poussière soulevés par les chenilles lourdes sur un sol sec, et le flux constant de signaux électromagnétiques provenant des véhicules de commandement. Pour les opérateurs de drones iraniens, le mouvement de la brigade offrait un profil de ciblage encore plus distinct qu'un camp statique ne l'aurait été. L'opération iranienne a été exécutée en 4 vagues tactiques distinctes, révélant une compréhension sophistiquée de la guerre blindée qui, honnêtement, m'a choqué. Même si je n'ai jamais été du genre à sous-estimer l'évolution militaire de Téhéran, l'application de la logique d'essaim de drones avec ce niveau de précision suggère un saut de maturité doctrinale que les analystes occidentaux croyaient encore à plusieurs années de distance. La première vague était composée d'environ 400 plateformes Shahed. 136, au départ, elles n'ont pas été utilisées comme armes. Elles ont été déployées comme un réseau distribué de capteurs. Leur tâche était de rôder et de cartographier la disposition exacte de la brigade en identifiant l'espacement entre les véhicules et la vitesse de la colonne. En quelques minutes, ces données ont été retransmises vers un centre centralisé de coordination des frappes qui a généré des assignations de cibles uniques pour les véritables drones d'attaque qui ont suivi. La deuxième vague a fait intervenir 600 variantes Shahed, 2, 3, 8 propulsées par réacteur. Arrivant moins de 20 minutes après les éclaireurs initiaux, ces drones à grande vitesse ont ciblé les Merkava prioritaires. Se déplaçant à des vitesses dépassant 350 km à l'heure, les 238 ont réduit le temps de réaction des systèmes défensifs de la brigade à moins de 90 secondes. Les défenses aériennes organiques, principalement des missiles Stinger et une poignée de canons guidés par radar, ne pouvaient tout simplement pas gérer le volume massif de menaces venant de tous les points de la boussole. Même si elles ont réussi à abattre environ 80 à 100 drones, ce taux d'interception de 15% a laissé la majeure partie des blindés complètement exposés. La troisième vague a peu être été la plus brillante sur le plan stratégique. Elle ne s'est pas concentrée sur les chars, mais sur l'arrière de la formation, les Nammer, les centres de commandement et surtout les camions de carburant et de munitions. En détruisant l'infrastructure logistique et de ravitaillement, les Iraniens ont fait en sorte que même si un char survivait à l'explosion initiale, il devienne un poids mort en quelques heures, incapable de se déplacer ou de combattre. La dernière vague de 400 drones a agi comme une équipe de nettoyage. Elle avait pour mission d'identifier les véhicules simplement immobilisés ou partiellement endommagés, puis de leur porter le coup final. Quand la fumée s'est enfin dissipée, le bilan était stupéfiant: 47 Merkava, 4 détruits, 23 autres rendus
non opérationnels. 63 NAMER éliminés, 30 et un pièce d'artillerie détruites et 28 véhicules de soutien perdus. Le coût humain était tout aussi élevé, avec 340 membres de Tsahal tués ou blessés, le bilan de pertes en une seule journée le plus élevé pour les forces terrestres israéliennes depuis de nombreuses décennies. Quand on regarde l'économie de l'opération, le déséquilibre est encore plus frappant. Un seul Merkava 4 est une machine de 3-5 millions. La perte totale pour la formation est estimée entre 400 millions et 500 millions. Les 2000 drones utilisés pour obtenir ce résultat ont coûté quelque part entre 40 millions et 100 millions au total. L'Iran a détruit un demi-milliard de dollars de matériel d'élite pour un dixième du prix. Ce n'est pas seulement une victoire tactique. C'est une autopsie stratégique de l'arme blindée moderne. Nous devons parler du Merkava 4 lui-même, parce que c'est vraiment un chef-d'œuvre d'ingénierie. Je ne dis pas ça à la légère. Les concepteurs ont donné la priorité à la survie de l'équipage avant tout le reste, en plaçant le moteur à l'avant pour servir de tampon et en installant le système de protection active Trophy, aussi appelé APS, qui est largement considéré comme le meilleur au monde. Trophy utilise un radar pour repérer les missiles entrants et tire une contre-mesure pour les faire exploser avant qu'ils ne touchent le char. Il est incroyablement efficace contre les menaces pour lesquelles il a été conçu, comme les lance-roquettes RPG ou les missiles anti-chars tirés depuis le sol, mais la nuit dernière a prouvé qu'il n'avait jamais été conçu pour une menace verticale. Les drones Shahed 238 qui ont causé le plus de dommages avaient été programmés pour un piqué terminal presque vertical. Ils sont arrivés directement au-dessus de la tourelle, frappant le char à l'endroit où le blindage est le plus mince et où la couverture radar de Trophy est la plus limitée. C'est une vulnérabilité connue dans presque tous les chars de combat principaux. On protège l'avant et les côtés, mais le toit et le ventre mou. Même si les concepteurs de blindage tentent depuis des années de résoudre le problème des attaques par le haut, avec des armes comme les missiles Javelin, ils n'avaient jamais anticipé un essaim de 50 drones frappant un seul char au même moment. De plus, les Iraniens ont utilisé une brillante tactique de jumelage qui a exploité le temps de rechargement du système Trophy. Ils envoyaient un drone à basse altitude sur le côté pour déclencher le système de protection active. Pendant que le système se réinitialisait et rechargeait ses charges défensives, un processus qui prend quelques secondes critiques, un deuxième drone plongé d'en haut et frappait le char désormais sans défense. Ce niveau de planification tactique exige une connaissance intime des temps de cycle de Trophy et de ses angles morts radar. Ce n'est pas une information secrète. Elle est disponible dans des revues militaires spécialisées, mais c'est la première fois que quelqu'un construit toute une doctrine de drone précisément pour exploiter ces spécifications techniques. Cela a des implications massives pour les futurs programmes de chars de l'OTAN. Chaque nouveau char sur la planche à dessin du Panther allemand au NGCV américain dépend de la protection active comme principal outil de survie. Si ces systèmes peuvent être submergés par un drone de 20 000 $ utilisant une séquence en 2 étapes de déclenchement et d'élimination, alors les milliards dépensés dans ces programmes pourraient être un gaspillage de l'argent des contribuables. La menace a évolué à la vitesse du logiciel, tandis que nos achats de défense avancent à la vitesse de la bureaucratie. Maintenant, nous devons examiner la réponse de Washington, ou plus précisément, son absence de réponse. L'écart entre ce que les États-Unis disent et ce qu'ils font n'a jamais été aussi évident. La déclaration officielle exprimait une profonde inquiétude et promettait d'accélérer les livraisons de munitions. Mais en coulisses, 2 destroyers américains se sont en fait éloignés des côtes du Liban. Il n'y a pas eu de frappe aérienne américaine sur les sites de lancement iraniens. Il n'y a pas eu d'activation des forces terrestres régionales. Malgré tous les discours sur une alliance à toute épreuve, les États-Unis sont essentiellement restés passifs pendant qu'une division israélienne était effacée. La raison est simple. L'analyse coût-bénéfice a changé. Frapper directement l'Iran voudrait dire envoyer des pilotes américains dans certaines des bulles de défense aérienne les plus sophistiquées au monde. Contrairement aux campagnes aériennes à faible risque en Irak ou en Libye, une guerre avec l'Iran impliquerait de véritables pertes américaines. Au-delà de ça,
la menace de voir l'Iran fermer le détroit d'Ormuz et faire grimper les prix du pétrole à 200 $, le baril est un risque qu'aucune administration américaine n'est prête à prendre pendant un cycle électoral ou dans une économie fragile. Washington a regardé les chars en flammes dans le Negev et a décidé qu'intervenir ne valait pas le risque d'un embrasement régional. C'est une leçon froide et dure sur la réalité de la politique des grandes puissances. Les alliances ne sont aussi solides que l'intérêt personnel qui les soutient. Les implications pour les États du Golfe sont tout aussi graves. Si vous êtes à Riyad ou à Abu Dhabi, vous réalisez que les garanties de sécurité américaines sur lesquelles vous appuyez pourraient être creuses. Si Washington n'intervient pas pour sauver une brigade blindée israélienne de premier plan, pourquoi risquerait-il une guerre pour sauver une raffinerie dans le Golfe ? Cela déplace toute la dynamique régionale du pouvoir vers Téhéran. Et il faut reconnaître comment l'Iran en est arrivé là. Ils n'ont pas acheté cette puissance, ils l'ont construite. Les ingénieurs qui ont conçu ces drones l'ont fait alors que leur compte bancaire était gelé, leur pays était isolé et leurs collègues étaient ciblés par des assassinats. Ils ont travaillé sans accès aux chaînes d'approvisionnement mondiales ni à la recherche internationale. À l'inverse, la puissance militaire d'Israël dépend fortement des États-Unis. Les F-35, les intercepteurs du dôme de fer et même les obus spécialisés pour leurs chars font tous partie d'une chaîne d'approvisionnement mondiale qu'Israël ne contrôle pas. En fait, des rapports suggèrent que la 400, une brigade, manquait de charge de rechargement Trophy en raison de retard de production aux États-Unis. Ils sont entrés au combat avec leurs boucliers à moitié vides parce qu'une usine située à des milliers de kilomètres n'arrivait pas à respecter l'échéancier. Voilà le danger d'une puissance empruntée. L'autonomie de l'Iran lui a donné une autonomie stratégique qu'Israël n'a tout simplement pas. Cet événement va changer fondamentalement le marché mondial de l'armement. Environ 30 pays fondent actuellement toute leur défense nationale sur le char de combat principal. En ce moment même, chacun de ces pays tient probablement des réunions d'urgence. Le Merkava n'est pas un mauvais char. C'est l'un des meilleurs. Si il peut être détruit aussi facilement, alors aucun char n'est en sécurité. Nous allons voir un changement massif dans la façon dont les nations dépensent leur budget de défense, en s'éloignant du blindage lourd pour se tourner vers la guerre électronique et les systèmes anti-drones. La Russie et la Chine observent cela avec un intérêt extrême. Le T-14 Armata russe présente les mêmes vulnérabilités que le Merkava et il s'empresse probablement de revoir ses systèmes de défense. La Chine, de son côté, voit cela comme une validation de son propre investissement massif dans les essais de drones asymétriques. Pour les plus petits pays du monde, la leçon est encore plus claire. Vous n'avez pas besoin d'une force aérienne d'1 milliard de dollars, ni d'un corps de chars d'élite pour défendre vos frontières. Il vous faut seulement quelques milliers de drones et une équipe solide en logiciel. À l'intérieur d'Israël, c'est un séisme politique. Aucun gouvernement ne peut facilement survivre à la perte d'une division entière en une seule nuit. Le public exigera des réponses et toutes les options sont mauvaises. S'il riposte contre l'Iran, il risque une guerre à grande échelle qu'il pourrait être incapable de gagner sans l'aide des États-Unis. Une aide qui s'est déjà révélée conditionnelle. S'ils ne ripostent pas, ils perdent leur principal outil de dissuasion. L'invincibilité de Tsahal était son plus grand bouclier et ce bouclier a été fracassé. Le gouvernement est maintenant forcé de choisir entre une escalade dangereuse ou des concessions stratégiques massives qu'il promet depuis des décennies de ne jamais faire. Il n'y a pas de sortie facile de la réalité créée dans le Negev la nuit dernière. Les Merkava en flammes sont le signe physique que les anciennes façons de faire la guerre ont disparu. Nous entrons dans une nouvelle ère où le bon marché, l'autonome et l'autosuffisant domineront le coûteux et le dépendant. Comprendre ce changement est la seule façon de naviguer dans la volatilité géopolitique et financière qui s'en vient. C'était 47 chars, 4 heures et la fin d'une ère militaire. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Perspective Politique vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.